Quelle est la décision la plus dure qu'un parent puisse prendre? Un soir, ma petite Daniela, 4 ans, est rentrée de la maternelle en larmes et m'a dit « Papa, je ne veux plus aller à l'école. » Ils arrêtent pas de me taper sur le ventre. Je me suis aussitôt accroupi devant elle et j'ai vu la peur, la vraie, dans ses yeux. Elle se tenait le ventre et ma femme Ruby a accouru alors que j'essayais tout doucement de comprendre ce qui s'était passé à l'école. Daniela a expliqué que pendant la sieste, quelqu'un venait la frapper au ventre. Ça arrivait presque tous les jours et elle en tombait malade. Je lui ai demandé qui lui faisait ça, mais elle n'a pas su me répondre. La pièce était plongée dans le noir pendant la sieste. Le lendemain matin, je suis allé voir la directrice, Madame Henderson, qui a eu l'air sincèrement bouleversée et a promis d'agir immédiatement. Ils ont placé une enseignante tout près de Daniela à la sieste et revu toutes leurs consignes. Pourtant, le soir même, Daniela se plaignait à nouveau de maux de ventre. Nous l'avons emmenée chez le docteur Weber qui l'a examiné sous toutes les coutures. Aucun bleu, aucune trace de violence. Son ventre était normal et les analyses parfaites. Il a suggéré une crise d'anxiété ou peut-être un reflux acide et a prescrit un petit traitement. Mais au fond de moi, je savais que ma fille n'inventait rien. Pendant 2 semaines, la maternelle nous a assuré que personne ne touchait à Daniela. Ils avaient installé son matelas juste à côté du bureau de l'enseignante, sous surveillance constante. Mais elle rentrait toujours avec la même histoire. Ruby et moi étions à bout, incapables de comprendre ce qui se passait. Ruby a alors proposé d'installer un babyphone dans la chambre de Daniela, pensant qu'il s'agissait peut-être de cauchemars ou de terreurs nocturnes qu'elle confondait avec la réalité de l'école. J'ai accepté, il nous fallait des réponses. Nous avons installé la caméra discrètement, sans rien dire aux enfants. Les premières nuits, rien à signaler. J'ai fini par laisser le babyphone branché aussi la journée, pendant que les enfants jouaient à l'étage. Et là, j'ai commencé à remarquer des choses étranges chez Walker, notre fils de 7 ans. Il entrait souvent dans la chambre de Daniela lorsqu'elle jouait. Parfois, il restait juste sur le seuil à la regarder. D'autres fois, il s'approchait très près et elle le repoussait. Ça ressemblait à de simples chamailleries de frères et sœurs, mais il y avait dans son regard quelque chose qui me mettait mal à l'aise. 5 jours après l'installation du babyphone, en visionnant les enregistrements de la nuit précédente, j'ai vu Walker entrer dans la chambre de Daniela vers 2h du matin. Il s'était approché de son lit, avait baissé la main et lui avait fichu un coup de poing dans le ventre, violent. Daniela s'était repliée dans son sommeil, gémissant sans se réveiller vraiment. Walker l'a frappé 2 autres fois avant de ressortir. J'ai eu la nausée en appelant Ruby. Ensemble, nous avons regardé, sidérés, plusieurs séquences où Walker frappait sa sœur au cours de la semaine. Parfois la nuit, parfois à la sieste, alors que nous pensions qu'ils dormaient tous les deux. Notre fils blessait sa petite sœur encore et encore depuis des semaines. Ce matin-là, nous avons confronté Walker. Il a nié jusqu'à ce qu'on lui montre la vidéo. Là, il a juste haussé les épaules et dit qu'il ne savait pas pourquoi il avait fait ça, sans la moindre émotion, sans un mot d'explication. Ruby s'est effondrée en larmes pendant que j'essayais de comprendre comment tout ça avait pu nous échapper. Walker avait toujours été un garçon sage, bon élève, entouré d'amis. On a immédiatement pris rendez-vous chez le docteur Roberts, psychologue pour enfants. Elle a reçu Walker plusieurs fois dans la semaine. Il s'est montré coopératif, mais incapable d'expliquer son geste. Il disait juste qu'il ressentait parfois le besoin de faire du mal à Daniela. Que c'était plus fort que lui, qu'il ne pouvait pas s'en empêcher. Le docteur Roberts a recommandé de séparer les enfants et d'envisager un suivi médical plus poussé, avec des examens neurologiques. Nous avons instauré une surveillance stricte et posé des alarmes aux portes. Walker semblait comprendre la gravité de ses actes, mais nous l'avons surpris à tenter d'entrer 2 fois encore dans la chambre de Daniela. Durant cette période éprouvante, je passais les vidéos du babyphone en boucle, cherchant le moindre indice. Et c'est là que j'ai remarqué un détail étrange sur des enregistrements plus anciens. Notre chat Pepper apparaissait parfois en plein jour dans la chambre de Walker. Nous avions cru qu'elle s'était enfuie il y a 2 mois, au moment de sa disparition. Au début, je voyais Walker jouer tout à fait normalement avec elle. Puis, sur une vidéo du début mars, je l'ai vu la saisir brutalement. Sur une autre, il lui tirait la queue alors qu'elle essayait de s'échapper. La dernière image de Pepper l'a montrée emportée par Walker dans son placard. Après ça, plus aucune trace d'elle à l'écran. Les mains tremblantes, j'ai monté 4 à 4 les marches jusqu'à la chambre de Walker en son absence. Il était à l'école, Ruby avait emmené Daniela à un goûter. J'ai ouvert son placard, déplacé des cartons et des jouets, et derrière son matériel de sport, j'ai trouvé une petite boîte en carton soigneusement scellée avec du ruban adhésif. L'odeur m'a frappé avant même que j'ai ouvert. À l'intérieur, j'ai trouvé le collier de Pepper et ce qui restait de son corps, enroulé dans une serviette, morte depuis des semaines, vu l'état. J'ai reculé, pris de haut le cœur. Découvrez l'histoire complète en cliquant sur la vidéo ci-dessous.